Bienvenue dans Les Voix des écrivains, l'émission qui donne la parole aux penseurs et aux écrivains engagés pour soutenir un avenir meilleur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Dr Alfred Bewindi Sawadogo. Donc, vous êtes un écrivain intellectuel spécialiste des dynamiques africaines. Aujourd'hui, on vous reçoit pour votre livre, le dernier que vous avez écrit, qui est intitulé « Priorité de l'Afrique », dans lequel vous parlez de l'éducation, la technoscience, la bonne gouvernance. Dans ce livre, vous analysez les enjeux majeurs du continent et proposez des pistes pour un développement durable et inclusif. Docteur Sawadogo, bonjour et bienvenue dans Les Voix des écrivains sur CFT. Bonjour Martelly. Très ravi de vous recevoir sur cette émission. Aujourd'hui, on vous reçoit évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure dans le début de mon introduction, pour le livre qui est très très intéressant, que j'ai parcouru un peu. Et je vous laisse présenter de manière très courte ce livre. Alors disons donc que les priorités de l'Afrique, c'est parti d'une réflexion, parce que je me suis dit, lorsque vous interrogez chaque Africain sur les priorités de l'Afrique, il y en a qui diront par exemple l'éducation, il y en a qui diront la santé, d'autres diront donc la justice, d'autres encore diront la technologie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc chacun ira dans sa direction, suivant ses sensibilités, suivant ses besoins, suivant son parcours. Moi, je me suis demandé, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir de sorte à rallier en fait tous ces points que les uns et les autres vont avancer et trouver un dénominateur commun ou des dénominateurs communs qui nous permettraient de savoir par quel bout prendre les choses. Et la notion de priorité est importante tout simplement parce que nous sommes dans un contexte où les ressources sont limitées. Que ce soit les ressources techniques, que ce soit les ressources financières, elles sont limitées. Et dans un contexte alors où les ressources sont limitées, il est stratégique de définir des priorités, c'est-à-dire des batailles auxquelles nous allons nous attaquer prioritairement, de sorte que si on les gagne, ça permettra aussi de résoudre par ricochet d'autres problématiques. Et donc c'est comme ça que la réflexion est partie. Et les points que j'ai mis en avant, c'est l'éducation, la technoscience et la bonne gouvernance. En s'attaquant donc à la technologie et à la bonne gouvernance, je pense qu'on pourra adresser tout le spectre des problématiques du continent. Et pour finir, la technologie et la bonne gouvernance passent nécessairement par l'éducation. Donc l'éducation, c'est la mère des batailles. Merci. Donc pourquoi aujourd'hui avez-vous ressenti le besoin d'écrire ce livre maintenant ? Alors maintenant, parce que nous sommes dans un contexte où on parle beaucoup de la souveraineté. Si vous suivez l'actualité africaine, l'un des thèmes qui domine le débat public africain aujourd'hui, c'est la souveraineté. On veut être souverain, que ce soit sur les pancartes que les jeunes brandissent lors des manifestations, que ce soit les discours de certains dirigeants, certains hommes politiques, le terme de souveraineté revient à chaque fois. Et donc moi, j'ai voulu justement éclairer ce concept parce que très souvent, il est galvaudé, très souvent, on y met un peu du tout. Donc du coup, vous entendez pourquoi par souveraineté? Voilà. Je suis curieux. Très bien. Très bien. Justement, le livre en parle. La souveraineté, en fait, est l'autre face de la puissance. Il n'y a pas de puissance sans souveraineté, il n'y a pas de souveraineté sans puissance. Puissance et souveraineté sont les deux pièces d'une seule et même médaille. Et donc lorsque nous parlons de souveraineté alors que nous n'avons pas de puissance, ni de puissance technologique, ni de puissance économique, ni de puissance militaire, c'est que nous sommes tout simplement, permettez-moi le terme, en train de bavarder. Et donc moi j'ai voulu nous ramener à l'essentiel. Qu'est-ce qui fait la souveraineté? C'est la puissance technologique. D'accord. Mais surtout, vous, dans le livre, vous parlez très souvent d'éducation, de technologie et de gouvernance. Bon, pour moi, vous parlez de souveraineté, vous parlez de ça. Comment avez-vous structuré toute votre réflexion autour de la rédaction de ce livre pour que ce soit un peu plus clair pour moi parce que... Alors, effectivement, donc, je suis parti... C'est quoi le lien déjà avec la souveraineté? Le lien, c'est la technoscience. Puisque je disais que dans le débat public, on parle beaucoup de souveraineté, mais je ne vois pas trop la notion d'innovation technologique mise en avant. Alors que, en fait, il y a un phénomène physique qu'on appelle la phototaxie. La phototaxie, c'est un processus par lequel, dès qu'il y a lumière, les insectes vont tout de suite vers la lumière. C'est incontrôlable, c'est naturel. Et moi, ce que je veux dire aussi, c'est que la souveraineté ne se décrète pas. On ne s'assoit pas dans un bureau ou dans une manifestation pour dire qu'on veut être souverain, mais c'est la puissance technologique des nations qui leur permettent d'être souverains. Parcourez l'histoire, c'est depuis la révolution industrielle que l'Occident, à travers la technologie, a commencé à dominer le monde et à créer un écart avec les autres régions du monde. Donc c'est parti de là. Vous pouvez étudier l'histoire et vous verrez que c'est à partir vraiment de la révolution industrielle qu'il y a eu donc un gap entre l'Occident et le reste du monde. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Occident tient ce flambeau avec la Chine, bien sûr, qui concurrence aujourd'hui l'Occident. Mais la Chine aussi a pu s'insérer comment? Par le rattrapage technologique et industriel. Mais je reviens sur votre question rapidement pour dire comment j'ai structuré ma réflexion. Je suis parti des problèmes de l'Afrique.
Sur le plan de l'éducation, nous avons des problèmes. D'ailleurs, le premier chapitre donc, du livre est dédié aux indicateurs socio-économiques de l'Afrique. Pour étudier, d'accord, pour dire au niveau de l'éducation, quels sont les déficits, au niveau de la santé, quels sont les problèmes, au niveau des infrastructures, au niveau de l'énergie, au niveau de l'emploi des jeunes, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'assainissement, au niveau de l'hygiène, quelles sont les problématiques. Donc j'ai identifié les problématiques et à côté de cela, je me rends compte que l'Afrique, c'est un continent qui a un PIB qui est à peu près de moins de 3 000 milliards de dollars, donc moins que le PIB d'un pays tel que la Grande-Bretagne ou le Japon, par exemple, pour un continent de 54 pays. Et donc, ce sont des populations qui sont plongées dans la misère. J'ai regardé cette misère à gauche et en face, j'ai mis la fortune de certains dirigeants qui sont, pour certains, poursuivis en France pour bien mal acquis. Donc, quand vous mettez en face une population qui vit dans la misère, qui croupit dans la misère, et en face des dirigeants qui s'enrichissent au point où certains sont poursuivis pour bien mal acquis, moi, j'en déduis qu'il y a un problème de gouvernance. Et c'est pour cela que l'un des volets principaux du livre, c'est la bonne gouvernance. Et derrière aussi la technologie, parce qu'on veut être puissant, on veut être indépendant, on veut être souverain. Il n'y a pas de souveraineté sans la puissance. Et donc, pour moi, en réalité, les deux grosses priorités de l'Afrique, c'est la technologie et la bonne gouvernance. Mais comme je le disais au début, il n'y a pas de technologie sans éducation et il n'y a pas de bonne gouvernance non plus sans éducation. Donc, vous insistez sur l'importance des données et des indicateurs précis. Et donc, pour vous, quels sont, selon vous, les chiffres les plus révélateurs de la situation africaine aujourd'hui? Premièrement, il y a le PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut, donc un concept mis en place par les économistes pour mesurer la richesse produite donc, par année au sein d'une nation. Et donc, je disais tout à l'heure que le PIB de l'Afrique, il est moins de 3 000, d'après les données donc, de la Fondation Ibrahim Mo, moins de 3 000 milliards de dollars par année. Et donc, c'est moins que le PIB donc, du Japon, moins que le PIB d'un pays tel que la Grande-Bretagne. Donc ça, c'est un indicateur déjà pour comprendre la pauvreté de l'Afrique. Parce que vous savez, quand je dis que l'Afrique est pauvre, il y a tout de suite des gens qui vont dire « Oh non, c'est faux, l'Afrique est riche, on a du pétrole, on a de l'or. » Mais dites-moi, est-ce qu'à la fin de la journée, on mange l'or ou le pétrole ? Non, on mange la richesse que l'on produit. Donc, premièrement, je mets en avant le PIB pour comprendre quel est le niveau de richesse que produit l'Afrique. Je mets également l'IDH, l'indice de développement humain. Ça, c'est factuel. Et dans le livre, j'ai beaucoup insisté sur les faits, sur les statistiques, pour qu'on ne soit pas trop dans l'idéologie. Parce que très souvent, les débats sur l'Afrique virent très vite à l'idéologie et on ne s'en sort pas. Donc là, d'abord, j'ai rassemblé les faits. Sur le plan de l'indice de développement humain, où est-ce que nous en sommes ? On voit que dans le monde entier, il y a 33 pays environ qui ont des indices de développement humain faibles. Et sur ces 33 pays, 30 sont africains. D'accord. Et pour vous, ce livre, aujourd'hui, quand vous le regardez, à qui ce livre est adressé en priorité? Les décideurs, les citoyens ou la jeunesse? Tout le monde à peu près. Parce que moi, je pars du principe que le développement vient de l'action conjuguée des dirigeants et des citoyens. Donc, c'est un livre que les dirigeants peuvent lire pour également savoir ce que je démontre sur les différents points, sur l'éducation, sur la technoscience, sur la bonne gouvernance. Moi, je pars de ce principe que la qualité du débat public améliore la qualité des politiques publiques. Donc, moi, j'enrichis le débat public afin de permettre aux dirigeants de prendre également des idées. Et d'autre part aussi, il faut que les forces citoyennes puissent s'approprier ces idées et puissent l'imposer aux dirigeants. Parce que pour moi, en fait, je n'attends pas tout des dirigeants. Les dirigeants également regardent le peuple, regardent les citoyens. Si les citoyens disent, aujourd'hui, il faut qu'on priorise la bonne gouvernance, cela sera fait. Si les citoyens se lèvent pour dire, à partir de maintenant, on veut que la technoscience soit au cœur de nos politiques, ce sera fait. Donc, il faut que les citoyens également puissent s'approprier les propositions de ce livre. Vous dites dans ce livre, j'ai un passage qui m'a qui a arrêté mon attention. Vous dites, en Afrique, peu de personnes payent les impôts. Oui. En moyenne, les pays à faible revenu ont un ratio impôt PIB de 17% contre 34% pour les pays de l'OCDE. Oui. Quel commentaire ? Alors, le commentaire, c'est que je suis en train de parler de la mobilisation des ressources en Afrique, et donc parce que l'impôt va financer le service public. Nous avons des problèmes dans le service public. On a un problème de collecte d'impôts, ça c'est sûr, en Afrique aujourd'hui. Voilà, tout simplement parce que le secteur informel est prédominant. Les chiffres montrent à peu près que 85% de l'emploi est dans le secteur informel. Mais moi, je vais plus loin dans mon analyse pour montrer que l'une des raisons pour lesquelles aussi on n'arrive pas à collecter peu d'impôts, on n'arrive pas à collecter beaucoup d'impôts, c'est le fait que l'État ne soit pas assez enraciné.
Vous voyez, l'État n'est pas assez enraciné dans l'imaginaire, si bien que les gens cherchent forcément à court-circuiter l'État, cherchent forcément à contourner les circuits mis en place par l'État. Moi, j'ai une question justement par rapport à ça, parce que vous qui êtes burkinabé d'origine, vivant en France, docteur d'ailleurs, c'est très bien, félicitations, je suis très ravi de cela. Mais vous qui êtes aujourd'hui, qui écrivez ce livre, et qui êtes burkinabé, qui avez la situation burkinabé telle qu'elle est aujourd'hui, quel commentaire, on sort carrément du livre, mais quel commentaire vous faites de ce qui se passe aujourd'hui au Burkina par rapport aux dirigeants, par rapport à la situation économique du pays? Quel est le commentaire que vous faites de ce Burkina actuel? De façon structurelle, le Burkina n'a rien de différent des 53 autres pays africains. Et justement, dans le livre, je fais ressortir les dynamiques. Par rapport à... on a des pays comme le Maroc, ou oui, l'Égypte, ou oui, l'Afrique si du Sud, oui. qui quand même, qui font un peu... C'est un peu différent par rapport au Burkina. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des dynamiques d'ensemble. Et dans le livre, ce que moi j'ai voulu faire, c'est faire ressortir les dynamiques d'ensemble. Parce que justement, on pourrait même se dire que dans un seul livre, on ne peut pas traiter de 54 pays. C'est une critique que je peux recevoir. Effectivement, ce n'est pas possible de traiter de 54 cas différents dans un seul livre. Mais il faut être intelligent pour voir qu'il y a quand même des points communs dans la dynamique de ces 54 pays. Et moi, je me suis focalisé sur ces dynamiques. C'est quoi la dynamique, c'est le besoin de technologie. Tous les pays ont besoin de technologie pour l'industrialisation. Tous les pays ont besoin que la gouvernance soit centrée sur l'intérêt des populations. C'est ce que j'ai fait ressortir. Tous les pays ont besoin d'éducation. C'est ce que j'ai fait ressortir. Donc, ce sont les points communs que j'ai essayé de faire ressortir. Mais si vous voulez, je peux revenir sur le cas spécifique du Burkina. Mais ce que je souligne déjà, c'est que sur le plan structurel, le Burkina a besoin de technologie pour s'industrialiser. Le Burkina a besoin de bonne gouvernance, une gouvernance qui est axée sur les besoins du peuple. Et tout cela va passer par l'éducation. Actuellement, ce n'est pas toute la population burkinabé qui est éduquée. D'accord. Donc, il y a des dynamiques d'ensemble. Mais si on revient sur la conjoncture, c'est que le Burkina est confronté donc, à la crise terroriste depuis 2015-2016, ce qui fait qu'une bonne partie donc, de l'économie a du mal à fonctionner parce que quand il y a insécurité, non seulement les dépenses augmentent parce qu'il y a des dépenses militaires qui vont se multiplier et derrière aussi, il y a peu d'argent qui entre parce qu'à cause de l'instabilité, il y a des investisseurs par exemple qui sont pas très friands pour se lancer actuellement. Donc sur ce plan-là, au niveau de l'économie, il y aura forcément un coût qui peut se faire ressentir, il y a un impact qui est indéniable et on espère donc que les dirigeants pourront donc mettre en place les politiques qu'il faut et sortir donc de la situation. Dans votre livre, vous affirmez que l'industrialisation est un passage obligé pour répondre aux besoins fondamentaux des Africains. Oui. Pourquoi l'Afrique peine-t-elle à s'industrialiser selon vous? Il y a 4 paramètres qui influencent l'industrialisation d'un pays. Premièrement, c'est l'éducation. L'éducation parce que l'éducation permet donc l'invention, la diffusion et l'adoption des technologies. Les chercheurs, les techniciens supérieurs, les ingénieurs, c'est à l'école qu'on les forme, ce n'est pas dans la rue. Donc, premièrement, il faut se poser la question de savoir est-ce que toute la population africaine est éduquée? Ce n'est pas le cas. À peu près dans le monde entier, nous avons 257 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école et 100 millions sont en Afrique. Donc, autrement dit, on a à peu près 40% des enfants dans le monde qui ne vont pas à l'école. Ils sont africains. Sur le continent, oui. Voilà, ils sont africains. Donc déjà, le volet de l'école. Et même ceux qui vont à l'école, il faut voir les filières qu'on fait. Les statistiques montrent à peu près que nous avons 80% qui font de la littérature, des sciences humaines et sociales et à peu près 20% qui vont faire les STEM, ce qu'on appelle les STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc ça vous donne déjà une direction de pourquoi on n'est pas industrialisé sur le critère de l'éducation. Deuxièmement, il y a le critère du financement, parce que pour construire des industries, il faut du financement. Et si vous avez un État ou des États qui n'arrivent pas à collecter correctement les impôts, comment vous financez votre Exactement. Votre et éducation? Voilà, on a également des banques sur place, mais justement, il faut que les épargnants... Vous avez pensé à un modèle auquel vous parlez dans le livre ou pas du tout? Alors, je n'ai pas posé de modèle, mais j'ai plutôt donné des pays qui ont érigé l'industrialisation en priorité et qui sont en train de faire des progrès conséquents. Notamment, j'ai cité le Maroc et l'Éthiopie pour rester à ces exemples-là. Troisième point, si vous permettez que je revienne sur les critères d'industrialisation. Troisième point, donc, après le financement, ce sont les infrastructures. Déjà, on va commencer par les infrastructures de transport parce que si vous produisez, il faut acheminer vos produits vers le marché. L'accès au marché est conditionné par de bonnes infrastructures. Il y a également même les infrastructures énergétiques parce que pour produire, il faut de l'énergie et vous connaissez bien qu'en Afrique, il y a à peu près 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc, pour dire que sur le plan des infrastructures aussi, il y a un déficit. Et dernièrement, il y a ce qu'on appelle la protection des industries naissantes. Il faut protéger les industries naissantes et pour cela, donc, nous avons encore des efforts à faire. D'accord. Donc, pour vous, aujourd'hui, quel rôle joue l'éducation dans cette transformation industrielle et économique? C'est ce que je disais. L'éducation favorise
l'invention, l'adoption et la diffusion des nouvelles technologies. C'est-à-dire quoi? Je disais que si on prend ceux qui ont inventé le téléphone, ceux qui ont inventé la télé, ceux qui ont inventé le microphone dans lequel nous parlons, ce sont des gens qui ont étudié. Ils ont étudié les lois de la physique, ils ont compris les lois de la physique, et derrière, maintenant, il y a eu une ingénierie pour inventer toutes ces choses. Ça me permet surtout de rebondir sur la question suivante, parce que quand vous parlez d'étudier, oui. Vous dites, là, il y a un déficit en diplômés scientifiques, et c'est un problème majeur. Tout à fait. Comment pouvons-nous, aujourd'hui, encourager les jeunes Africains à se tourner vers des sciences et les technologies? Très bonne question. C'est un point que j'aborde dans la fin du livre. Si vous prenez donc les dernières pages du livre sont consacrées à des propositions concrètes sur comment justement développer ce que j'appelle l'éducation STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques en Afrique. Notamment, il faudra déjà définir cela dans les politiques publiques au niveau des ministères des enseignements. Il faut définir les filières scientifiques comme une priorité. Je commence par là. Pourquoi pour vous? Pourquoi? Parce qu'on a besoin de s'industrialiser et ce n'est pas avec 1 million d'avocats, 2 millions d'économistes qu'on va s'industrialiser. J'aime bien les avocats, j'aime bien les économistes, mais ce n'est pas avec eux, avec un nombre aussi important qu'on va s'industrialiser. Par contre, si on a 1 million d'ingénieurs, 2 millions de techniciens supérieurs, là, c'est un terreau favorable à l'industrialisation. Vous voyez? Donc, il faut former les profils dans les quantités requises. Si on a besoin de 5 000 juristes, formons 5 000 juristes. Si on a besoin, comme c'est le cas, de 4,3 millions d'ingénieurs en Afrique, formons 4,3 millions d'ingénieurs en Afrique. Donc, il faut de la main-d'œuvre pour faire vivre les industries. Il faut des chercheurs, il faut des gens qui maîtrisent la science, qui comprennent les lois de la physique, qui comprennent les lois de la chimie, les mathématiques, pour déjà comprendre les lois de la nature et pouvoir développer une ingénierie qui nous permet de surmonter l'adversité. Parce que justement, à la base, la technique ou la technologie a été inventée pour surmonter les obstacles naturels. Donc, aussi, ça me permet de rebondir sur une autre question. Vous l'avez peut-être un peu parlé, l'Union africaine aujourd'hui a mis en place plusieurs mécanismes pour promouvoir l'éducation et la science. Aujourd'hui, pensez-vous qu'il soit assez suffisant pour répondre aux besoins? Les résultats montrent que ce n'est pas suffisant. Voilà, les résultats parlent d'eux-mêmes. Voilà, oui. Donc regardons les résultats. Les résultats montrent clairement qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Je prenais tout de suite le chiffre de 100 millions d'enfants africains qui ne vont pas à l'école. Ça se passe de commentaires. Vous écrivez que la bonne gouvernance consiste à mettre l'intérêt général au cœur de la préoccupation. Quels sont les principaux obstacles à cette bonne gouvernance en Afrique, selon vous? Oui. Bon, aujourd'hui, parce qu'on a quand même pas mal de coups d'État et le Burkina n'en est pas un cas d'exception. Pour vous, quels sont les principaux obstacles à cette bonne gouvernance? Et puis, aujourd'hui, il y a pas mal de coups d'État. On fait comment pour répondre à ce besoin, à ces questions de coups d'État qui sont à répétition dans nos pays? C'est une très belle question. Comment donc imposer la bonne gouvernance? Ou pourquoi la bonne gouvernance a du mal à s'imposer? Ou peut-être que le modèle démocratique qu'on applique en Afrique n'est peut-être pas celui qu'il faut appliquer. Peut-être. Il faudrait des heures pour en débattre, mais j'essaierai d'être synthétique parce que les questions sont très intéressantes à aborder. Alors, je commencerai par dire que la bonne gouvernance a du mal à s'enraciner pour 2 raisons majeures à mon avis. Premièrement, c'est qu'il y a des dirigeants, la plupart des dirigeants n'ont pas intérêt à la bonne gouvernance. Parce que la bonne gouvernance, c'est quoi? C'est organiser l'économie et les ressources publiques dans l'intérêt des citoyens. Alors que nous sommes dans des configurations où il y a des dirigeants qui ont intérêt à l'opacité, il y a des dirigeants qui ont intérêt à détourner de l'argent pour les virer dans leur propre compte et en profiter, avoir une vie de luxe, une vie d'un luxe insolent, vous voyez, profiter de l'argent public. Et c'est le cas actuellement, il y a beaucoup d'argent qui disparaît des caisses publiques parce qu'il y a des circuits de corruption qui sont avérés. Il y a de l'évasion fiscale, on parle de flux financiers illicites parce qu'il y a de l'argent qui disparaît des caisses de nos États. Donc il y a des dirigeants qui n'ont pas intérêt à la bonne gouvernance. Donc ces dirigeants vont continuer à créer des situations pour qu'il y ait de l'opacité. Et eux, ça fait leur affaire. Je croyais qu'avec la configuration actuelle avec du Burkina, je croyais qu'il y avait des solutions qui se mettaient en place. Enfin, là, je ne parle pas du Burkina, là, je parle de l'Africain. Je parle de la bonne gouvernance, c'est un regard africain. Parce que mon livre parle d'Afrique, donc je parle de pourquoi la bonne gouvernance a du mal à s'enraciner en Afrique. D'accord. Voilà. Donc là, vous évoquez aussi l'importance des organisations et de la société civile. Pour vous, quel est le rôle qu'ils jouent? Est-ce qu'ils jouent pleinement leur rôle déjà pour qu'on ait une société civile forte et des organisations fortes? C'est le deuxième point que j'allais aborder. Lorsqu'on se demande pourquoi la bonne gouvernance a du mal à s'enraciner sur le continent, premièrement, c'est parce qu'il y a des dirigeants qui ont intérêt donc, à la malgouvernance. Et deuxièmement, parce que les populations, les forces citoyennes africaines ne sont pas encore à un niveau où elles peuvent imposer la bonne gouvernance. Parce que pour moi, la bonne gouvernance, ce ne sera pas un cadeau que les dirigeants vont nous donner sur un plateau d'argent. Loin de là.
Pour moi, la bonne gouvernance, c'est quelque chose que les populations vont arracher par leur lutte, par leur combat citoyen. Et donc, effectivement, la société civile a un rôle déterminant à jouer dans ce sens. Mais pourquoi la société civile est limitée? Déjà, sur le plan technique. Parce que pour suivre, par exemple, les débats sur des questions techniques, des questions financières, des questions économiques, mais il faut que le citoyen soit outillé. Sinon, on parle de je sais pas, l'adoption du budget et tout ça. Mais si vous n'avez pas une formation technique, vous ne pouvez rien comprendre dans tout ce charabia. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, aussi les difficultés financières. Moi, je suis leader d'un think tank. Nous l'avons fondé en 2016. Nous continuons de mener des activités. Mais je ne vous dis pas mon argent, le montant de mon argent qui est rentré dans ce think tank. Parce qu'il faut le faire vivre, il faut organiser des activités, il faut aller parler avec les gens, il faut produire des articles pour les déverser dans le débat public. Ça demande de l'argent. On n'est pas financé par quelqu'un. Donc, si on n'a pas d'argent, aucune organisation ne peut fonctionner sans financement. Donc, les sociétés civiles africaines également sont confrontées à ce problème. Elles n'ont pas d'argent, si bien que ça limite l'impact qu'elles peuvent avoir sur le terrain. D'accord. Et surtout, là, on est dans un contexte où l'état de droit est parfois fragilisé dans la sous-région ouest africaine principalement. Comment renforcer ces institutions républicaines selon vous? Déjà, il faut mettre en avant les organismes de contrôle. Parce qu'à l'heure où nous parlons, il y a déjà des organismes de contrôle qui sont présents dans les différents pays. Oui, ils ne jouent pas leur rôle, c'est ça? J'en viens. Donc justement, il faut renforcer ces organismes de contrôle, déjà faire leur audit pour savoir quelles sont leurs difficultés. Je parlais tout de suite souvent de difficultés techniques, souvent de difficultés financières. Oui, parce qu'il ne faut pas justement leur jeter simplement la pierre, il faut leur demander, vous êtes un organisme de contrôle de l'État, quelles sont vos difficultés? Ils vont dire, par exemple, on manque de personnel, on manque de financement, on manque de technologie, parce qu'il y a de la technologie derrière aussi pour détecter les fraudes et tout ça. Souvent, on peut mettre à contribution l'intelligence artificielle, donc ça fait l'appel de la technologie. Donc, il faut leur demander déjà qu'est-ce qui ne va pas, diagnostiquer les difficultés de ces organismes de contrôle et pouvoir trouver des solutions. Donc déjà, les organismes de contrôle, et je finis par là, les forces citoyennes. Je reviens aux forces citoyennes qui doivent également jouer un rôle important. De votre regard, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des pays pour vous en Afrique qui sont des pays modèles en termes en matière de gouvernance et d'industrialisation? Alors, en matière de gouvernance, j'irai sur le Sénégal. Le Sénégal est absolument un exemple de démocratie en Afrique dont tout le monde est fier. Voilà, on l'a vu, ils l'ont encore démontré à la dernière élection où le président Macky Sall voulait reporter la présidentielle de mars à décembre et finalement les forces citoyennes se sont levées pour dire ça ne se passera pas comme ça. Ouais. Les institutions ont été fortes et on a vu donc qu'ils ont joué leur rôle jusqu'au bout et l'opposition a remporté les élections. Il n'y a eu aucun heurt, aucun incident. Ça, c'est un exemple de démocratie à promouvoir pour moi dans tous les pays africains. D'accord. Et quels sont, selon vous, les 3 grands leviers que les gouvernements africains devraient activer en priorité pour assurer un avenir prospère au continent, selon vous? Je reviendrai sur l'éducation. Pour moi, l'éducation, c'est la mère des batailles. C'est ce que vous défendez dans ce livre, d'ailleurs. C'est ça, c'est la sève nourricière, c'est la racine du livre, c'est l'éducation. Tout commence par l'éducation. Regardez simplement les nations développées. En fait, il n'y a pas de fétichisme, il n'y a pas de magie. Regardez ceux qui... C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas été à l'école, selon vous, qui n'a pas fait certaines études, ne peut pas diriger certaines institutions? C'est pas comme ça que je poserai la question. Vous savez, nous sommes dans un monde moderne qui fonctionne avec des technologies, qui fonctionne avec des connaissances. Et si vous n'avez pas en fait les connaissances du monde moderne, déjà il vous est difficile de comprendre le fonctionnement du monde moderne et de pouvoir aussi agir sur ce monde moderne. Ce que je dis, c'est quoi? C'est que actuellement, la plupart des connaissances sont dans la langue anglaise. Les connaissances produites par l'humanité sont pour la plupart en langue anglaise. Il y a une partie en langue française. Ce qui vous emmène forcément à comprendre ces langues-là, être éduqué dans ces langues-là aussi, en plus de votre langue maternelle. Je ne suis pas contre la scolarisation dans les langues maternelles, absolument. Mais en plus de votre langue maternelle, il vous faut également maîtriser le français et ou l'anglais pour pouvoir accéder à la masse de connaissances qui est codifiée en français et en anglais. Quand on parle d'atome, dans votre langue nationale, comment on dit atome? Dans votre langue locale, comment on dit atome? Comment on dit électron? Vous voyez, donc ce sont des mots qui sont surtout en français et en anglais et ça nous permet de rentrer dans un monde de technologie et de science. Donc ce que je dis là, c'est que l'école est importante parce que l'école, c'est le cadre où on va accéder à des connaissances universelles. Donc premier levier, l'école. Premier levier, l'école, absolument. Deuxième levier pour vous? Deuxième levier, ce sera l'industrialisation. L'école et l'industrialisation sont liés, mais dans l'industrialisation, il n'y a pas juste que l'école. Il y a le financement, il y a la protection des jeunes entreprises, il y a les infrastructures. Donc, il y a tout un écosystème à créer. Et au-delà de tout, c'est aller vers l'état de droit. L'état de droit qui veut dire donc que l'État se soumet à la règle de droit.
Donc, troisième levier, l'état de droit. L'état de droit, assurer l'état de droit. D'accord. Oui. D'accord, c'est parfait. Vous parlez aussi de leadership personnel. Comment chaque Africain peut-il, à son niveau, contribuer au changement? Alors, pourquoi je parle de leadership? C'est parce que je crois que la réponse à tout problème est le leadership. La réponse à tout problème est le leadership. Que ce soit dans votre quartier, que ce soit dans votre maison, cellule familiale, que ce soit à l'échelle de la nation. À l'échelle nationale, parfois, non? Oui, lorsque le leadership est négatif, mais là, je parle de leadership positif. Je veux dire que... Comment vous mesurez, comment vous mesurez d'avance si un leadership sera positif ou négatif? Comment vous faites? Déjà, la cause. Quelle est la cause qui est derrière le leadership? Il y a des gens aujourd'hui qui s'engagent, par exemple, contre les violences faites aux femmes. Il y a des gens qui s'engagent contre l'immigration clandestine. Il y a des gens qui s'engagent contre la malgouvernance, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, premièrement, quelle est votre motivation? Quelle est la cause que vous voulez défendre? Deuxièmement, est-ce que vous avez de la cohérence dans votre engagement, dans votre leadership? Troisièmement, est-ce qu'il y a un effet positif sur la communauté? Et cela doit pouvoir se mesurer. D'accord. Et donc, si vous deviez donner un conseil aux jeunes Africains, ou à un jeune Africain en particulier qui veut s'engager pour son pays, quel serait ce conseil? Premièrement, c'est de se former. Il faut se former, il faut s'éduquer pour comprendre le monde, comprendre la marche du monde. Si aujourd'hui j'ai pu produire cet ouvrage, c'est parce que j'ai essayé de lire, j'ai essayé d'écouter, j'ai essayé de sonder, d'investiguer pour comprendre le monde, comprendre la géopolitique, comprendre l'histoire économique du monde, comprendre l'industrialisation. Donc, j'ai essayé de comprendre également l'histoire des pays africains, que ce soit leur histoire politique ou économique, j'ai essayé de comprendre. Donc, tout part de là. Cherchez à vous instruire, cherchez à comprendre. Et d'ailleurs, justement, dans les dédicaces, j'ai adressé un mot pour dire merci à toutes les personnes qui ont contribué à mon éducation, parce que sans mon éducation, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Donc, j'invite les jeunes également à chercher, à s'informer, à s'éduquer. Et une fois que vous avez l'information, prenez cette information, porter une cause. Ça peut être une cause sur le droit des femmes, sur l'emploi des jeunes, sur le secteur énergétique ou je ne sais quelle cause, mais employer une cause et travailler de sorte à mobiliser d'autres personnes autour de vous, des gens qui partagent cette vision et essayer donc de produire des résultats sur le terrain. Docteur Alfred Bewindi Sawadogo, votre livre « Les priorités de l'Afrique » est une véritable boîte à outils et donc un véritable bijou. Moi, je l'ai parcouru un tout petit peu et franchement, je vous le recommande. Donc, il nous permet de comprendre les défis du continent et d'apporter des solutions concrètes. Avant de nous quitter, quel est votre message et quel est le message que vous aimeriez adresser à nos auditeurs, aux jeunes qui nous écoutent, aux Africains, aux personnes partout dans le monde? Je dirais que chacun doit être une valeur ajoutée. C'est le professeur Joseph Kizerbo, historien de son état, donc qui disait que la jeunesse doit être ici et maintenant. Chaque jeune doit être ici et maintenant une valeur ajoutée. Donc moi, j'invite chacun à être une valeur ajoutée, c'est-à-dire ne vivez pas pour vous-même, vivez pour une cause qui va au-delà de votre propre personne. Regardez dans votre quartier, regardez dans votre ville, regardez dans votre commune. Est-ce qu'il y a des challenges qui vous parlent? Est-ce qu'il y a des challenges que vous voulez voir changer, des situations que vous voulez améliorer? Prenez-les, organisez-vous et soutenez donc l'amélioration de la condition humaine où que vous soyez. Merci, docteur Sawadogo, pour cet échange passionnant et très enrichissant. Je suis très content de vous avoir reçu sur ce plateau. Le livre Les priorités de l'Afrique est disponible sur Internet. Sur notre plateforme, vous aurez un lien pour l'acheter si ce livre vous intéresse. Je vous le recommande. Merci d'être passé. Merci à nos auditeurs. Merci d'être passé sur cette émission Les Voix des écrivains sur CFT, la chaîne de culture pour tous. Restez donc connectés sur nos différentes plateformes. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre nos prochaines éditions, nos prochaines émissions. Merci, messieurs docteurs. Merci, bon vent CFT. Merci, à bientôt. Au revoir.